Bonjour à tout le monde. Pour cette dernière activité de la deuxième journée du colloque du SQE-TGC, merci d'être avec nous en grand nombre. Je me présente parce qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai complètement oublié, j'avais juste une job. Définitivement, j'ai passé à côté. Donc, mon nom est Véronique Longtin. Je suis docteur en psychoéducation, conseillère experte en troubles graves de comportement au SQE-TGC. Donc, c'est moi qui vais avoir le plaisir pour la conférence de clôture, de faire une entrevue, une discussion, un échange avec Mathieu Giroux. Il y aura cette entrevue-là, il y aura possibilité de poser des questions durant l'entrevue, puis il y aura une période de questions aussi à la fin. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à faire des commentaires aussi, puis à être là avec nous. Donc, je vais avoir le plaisir d'interviewer Mathieu Giroux. Mathieu est personne autiste, co-chercheur et auteur d'un fabuleux livre, Moi, autiste, qui viennent tout juste de sortir, ou je pense avril 2025. Avril 2026. 2026, pardon, Mathieu. C'est ça, je vais avoir le plaisir d'avoir cet échange-là avec Mathieu. On a convenu ensemble plutôt qu'on allait se tutoyer parce que ça va avoir l'air, ça va être intéressant, puis ça va avoir l'air d'une conversation un peu plus simple. On va aborder certains sujets un peu plus difficiles, mais c'est volontaire. Il y en a même qui sont des suggestions directement de Mathieu. Donc, l'idée, ça va être de porter différents messages puis de partager son expérience. C'est rare qu'on a la chance, l'opportunité de pouvoir parler avec une personne autiste qui a aussi des expériences de recherche, qui a un vécu expérientiel d'usager des services en plus. Donc, profitons de ce moment pour poser toutes sortes de questions. Mathieu m'a dit, tu me corrigeras si ce n'est pas la bonne phrase, mais toutes les questions sont bonnes. Tu peux demander ce que tu veux. Donc, j'ai carte blanche et vous avez aussi carte blanche. Si Mathieu ne veut pas répondre, je présume qu'il va nous dire qu'il ne veut pas répondre, mais tu as l'air plutôt ouvert là, à l'ensemble des sujets qu'on pourrait aborder ensemble. Euh, Effectivement. Effectivement. Donc, c'est comme pour les autres activités qu'on a eues ensemble. Moi et Mathieu, on ne voit pas les questions dans le clavardage, donc c'est quelqu'un d'autre qui va les relayer pour nous. Ça veut dire, je le répète, si vous voulez poser des questions en cours d'entrevue, ben, n'hésitez pas à le faire dans le clavardage. Vous pouvez même écrire à la limite à côté, ah, cette question-là, ça serait pour maintenant, ou ça peut attendre à la fin, mais n'hésitez pas, plus vous allez être présent avec nous, plus ça va être vivant et dynamique. Donc voilà, si certaines sont conservées à la fin et qu'on n'arrive pas à y répondre, Mathieu a eu la générosité de nous proposer de partager son adresse courriel. Donc, elle sera partagée dans le clavardage là, à la fin de l'activité de la conférence. Donc, Mathieu, je t'ai présenté très courtement, mais pourtant, tu as plein d'expériences, puis tu as plein de choses à nous dire sur comment toi, tu t'identifies, les choses que tu aimes, les choses que tu fais. Veux-tu te présenter ou plutôt prolonger la présentation que j'ai faite de toi? Oui, pour compléter les informations qu'on nous a transmises, effectivement, je suis une personne autiste de niveau 2 selon le DSM. Dans les particularités les plus importantes dans ma vie, je suis notamment considéré inapte à l'emploi et j'ai jamais vécu seul. J'ai aussi plusieurs autres diagnostics en santé mentale, d'anxiété, dépression, TSPT, automatisation et des épisodes suicidaires. J'ai toutes les amalgames possibles pour TGC, mais aussi un gros trouble de conscience ou tous les inversements qu'on peut faire avec les lettres TGC qui pourraient venir à l'esprit. Euh, Aussi au niveau personnel, je fais partie de la communauté LGBTQ+, qui est en lien avec votre thème cette année. Je m'identifie comme une personne gender fluide. Je suis désolé d'utiliser le terme anglais. Fluidité de genre, je trouve que ça fait trop physique. Je passe de l'état solide à gazeux de temps en temps. C'est pas la Alors, même chose. et je suis aussi pansexuel pour mon orientation. J'ai l'honneur d'être le papa aussi de deux enfants qui ne sont pas autistes, un avec des besoins particuliers et l'autre neurotypique. Au niveau professionnel, comme tu as dit, je suis co-chercheur au sens que le terme qui est le plus connu peut-être est patient partenaire. La distinction principale, c'est que je ne reçois pas des services des institutions avec lesquelles je travaille.
Donc, je ne correspond pas exactement à la définition de patient, même si j'ai énormément de services du réseau de la santé. Et je m'intéresse principalement aux enjeux de santé des personnes autistes, que ce soit dans les accès aux soins, les services offerts, les interventions, mais aussi dans la définition des DSM, l'évaluation, la compréhension théorique de l'autisme. Je suis membre aussi du comité de gestion du RNE-TSA. Je suis aussi sur le comité d'administration du réseau national de l'autisme. Et ouais, on l'a dit, je suis auteur d'un livre à temps perdu. Donc, Oui. c'est globalement qui je suis pour les personnes qui ne me connaissaient pas. Et moi, pour préparer l'entrevue, j'ai écouté plusieurs entrevues que tu as déjà faites. J'ai lu évidemment ton livre aussi. Tu es assez présent dans des intérêts professionnels. Tu fais plein de choses diversifiées. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus? Ça peut être des entrevues puis des sujets que tu as traités en entrevue. Ça peut être un peu plus de ton livre aussi, si tu as le goût. Ben, dans le fond, c'est ça, comme je disais, je m'intéresse surtout aux accès des soins des personnes autistes. Fait que depuis 5 ans, on fait un projet en continu avec mes deux principaux collègues qui sont le docteur Baudouin Forgeau d'Arc, qui est directeur de la pédopsychiatrie à Sainte-Justine, et Maria Sherba, qui est professeure en communication avec une spécialisation pour la communication entre les patients et les soignants à l'Université d'Ottawa. Et on travaille vraiment pour faciliter les soins aux personnes autistes, vu que c'est un grand enjeu pour les besoins. En santé mentale, c'est environ 60% des personnes autistes qui ont des besoins. Et quand on regarde ceux qui reçoivent des services, c'est environ 20%. Et là, si on se demande dans ceux qui reçoivent des services comment ils sont satisfaits, c'est environ 3 sur 10. Oh, Donc, autrement, et ça, c'est les chiffres au Québec. c'est pas Fait la que, note de passage, ça. non, c'est ça. Autrement dit, dans ceux qui ont des besoins, il y en a à peu près 1 sur 10 qui est content des services qu'il reçoit, puis que ses soins sont adéquats selon sa perception à lui. On sait dans le fond les enjeux par rapport à ça, autant des professionnels que des personnes autistes. Donc, on travaille autant pour faciliter les interventions que l'Alliance thérapeutique, qui est notre dernier projet en cours et un grand on est en train de finaliser un outil d'information pour tous les professionnels par rapport à ça. Sinon, j'ai aussi créé un modèle théorique sur le camouflage social. C'est un modèle sur la prise de décision qui explique les distinctions dans le camouflage social chez les personnes autistes entre elles, mais aussi par rapport à d'autres groupes minoritaires et même à la population générale. euh, pour se rendre compte finalement qu'on fait tous du camouflage social et que les distinctions sont beaucoup plus dans les processus de décision et d'analyse qu'on peut faire. Et évidemment, c'est impacté par le diagnostic d'autisme. Hmm. Et sinon, je travaille sur plusieurs autres enjeux comme l'hébergement ou l'aménagement physique des lieux, la stigmatisation, les rapports aussi sociaux, par exemple la qualité de vie des personnes autistes ou des enjeux plus spécifiques médicaux comme des interventions sur les probiotiques ou en neurologie. Et je fais différentes recherches fondamentales aussi. Tu es occupé définitivement, tu as beaucoup de projets, mais c'est vraiment intéressant de savoir qu'on peut avoir des lumières, comme je le disais tantôt, de quelqu'un qui est parfois usager des services, a eu de l'expérience en tant que personne autiste, puis a des connaissances aussi, parce que tu as beaucoup de connaissances sur les personnes autistes, des connaissances au niveau de la recherche, puis tu es très, très généreux aussi de ces connaissances-là. On a déjà une première question du public, si tu es prêt. Donc, ça ne m'étonne pas que ça ait soulevé tes passions quand tu dis qu'il y a à peu près une personne autiste sur 10 qui est satisfaite des services reçus. Donc, je te lis la question. Comment estime-t-il sa propre satisfaction des services rendus en santé mentale pour les épisodes où tu en as eu besoin?
Et quand tu nommes une satisfaction de 3 sur 10, est-ce que ça fait partie, est-ce que tu fais partie des 3 personnes sur 10 qui ont été satisfaites de ces services? Je vous dirais qu'il faudrait savoir à quel moment on me pose la question. Mm. Pour relativiser ma réponse, en gros, en 2014, j'ai eu un internement psychiatrique pour un épisode suicidaire en lien avec mon TSPT. Et avec la piètre qualité des services que j'avais eus, que j'ai eus pendant ce moment-là, et du suivi, j'avais décidé à l'époque que je refuserais à l'avenir les soins en santé. Donc, j'étais loin d'être dans les 3 sur 10. J'ai eu l'opportunité en parallèle de commencer mes projets en recherche participative et mon premier projet était multidisciplinaire sur les qualités de vie dirigé par Isabelle Courcy. Et il y avait à mon grand désespoir à l'époque un psychiatre dans l'équipe de chercheurs. Euh, donc, ça s'annonçait être un peu confrontant, mais étrangement, ça a été la première personne, le premier psychiatre à ne pas me percevoir comme un problème technique à régler ou un problème médical, et souvent sans solution ou avec peu de solutions, et à me considérer un être humain. Et à partir de ce moment-là, il m'a permis aussi de rencontrer plusieurs autres professionnels et je me disais qu'il ne devait pas être le seul. Donc, j'ai accepté avec le temps de refaire confiance au système de santé et de réaccepter différents services, ce qui m'a aidé. Je ne dirais pas que tout est parfait loin de là, sinon j'aurais plus de projet de recherche, mais il y a des services que je pense adéquats que je reçois par rapport à mes besoins dans les limites de notre réseau qui, je pense, sont acceptables malgré les nombreuses critiques qu'on peut entendre. Fait que je dirais qu'aujourd'hui, oui, je suis dans le 1 sur 10. Je ne sais pas si je suis dans le 1 sur 10 parce que je suis tombé sur des professionnels qui ont une certaine compétence différente ou une approche différente, ou si c'est moi qui a des connaissances qui a amené des confrontations avec les professionnels, Mm. une adaptation mutuelle, mais les services que je reçois présentement, je dirais qu'ils sont adéquats pour mes besoins et répondent à mes attentes. Mm. Je comprends l'hésitation, c'est vraiment intéressant. On va y revenir d'ailleurs en fin d'entrevue, là, comme durant la troisième thématique sur la satisfaction, l'insatisfaction. Là, je pense que tout le monde pourrait bénéficier de ton éclairage là-dessus. Je serais prête à aborder un premier sujet pas facile, si ça te convient. Donc, tu as écrit dans ton livre un chapitre qui traite, entre autres, des comportements d'automutilation, qui est fort intéressant. Les gens pourront le consulter. Il y a un concept que tu as apporté que je trouvais vraiment intéressant, qui t'amenait à dire que ça peut être un moyen de prévention. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, ben dans le fond, il faut comprendre que les connaissances qu'on a présentement sur l'automatisation des personnes autistes sont très limitées au niveau de la recherche. On sait que ça concerne beaucoup plus les personnes autistes sans déficience intellectuelle qu'avec déficience, que c'est à peu près 40% des personnes autistes qui vont s'automutiler et que leurs comportements d'automutilation sont plus violents ou impactants sur la santé. On est dans l'empoisonnement, les lames, même le fait de faire des chutes de grande hauteur ou de se lancer devant des véhicules qui roulent, là. Et aussi que les critères, en tout cas, qu'on identifie un peu mieux par rapport à l'automutilation pour les facteurs de risque, c'est relié à une grande impulsivité langagière, en plus de l'impulsivité qu'on retrouve dans la population générale et la gestion émotionnelle. Mais aussi, c'est des personnes autistes qui ont un haut score au test SCQ, Social Communication Quotient. Euh, et dans le fond, une des particularités qu'on retrouve potentiellement chez les autistes par rapport aux personnes non autistes qui s'automutilent,
c'est qu'il y aurait deux éléments. Et là, il faut le prendre avec un certain recul parce que c'est une petite étude, mais c'est la seule qui s'est intéressée à ça, à ma connaissance. C'est qu'il y aurait deux causes qui différencient les motivations chez les personnes autistes, c'est-à-dire qu'il y en a une, c'est pour créer une réaction. Et là, on peut penser à créer une réaction dans peut-être une demande d'aide par rapport à un enjeu de communication, par rapport à une information à transmettre. Et là, on pourrait le voir comme une façon de prévenir peut-être des situations plus graves chez la personne, d'exprimer un besoin de santé, ou en tout cas dans une façon proactive d'agir par la personne, mais surtout, il y a plus de 40% qui disent que c'est pour éviter le suicide. Donc, on pourrait dire vraiment dans une idée de prévention. C'est un peu particulier. Ce qu'il faut comprendre dans mon cas, pourquoi je nomme ça comme prévention, c'est-à-dire c'est en lien avec les crises autistiques que je fais. Là, je dis autistique entre guillemets parce que je sais que ce n'est pas une crise de panique, une crise d'angoisse ou un flashback relié à mon TSPT. Mais ce n'est pas certain que ça soit engendré par l'autisme, mais les personnes autistes en parlent tous d'une façon similaire. Mhm. C'est ces crises-là qui sont engendrées par une surcharge qui pourrait être de niveau cognitif, relationnel, communicationnel ou sensoriel, qui engendre vraiment une énorme souffrance. C'est ce qu'on appelle, dans le fond, en anglais, c'est shutdown, puis en français, c'est des effondrements. Et là, avec l'automutilation, c'est un moyen extrême de prévenir cet état de crise-là qui fonctionne chez moi. Et là, on peut trouver ça un peu paradoxal parce qu'on se dit, ben, s'il s'automutile, ça doit amplifier grandement le sensoriel, mais c'est surtout que ça diminue tout le reste, puisqu'avec l'automutilation, le cerveau va se concentrer sur la douleur par le geste d'automutilation, vu que ça impacte sa survie, et va laisser de côté tout le cognitif, le mental, le relationnel qui peut venir envahir le cerveau, et ça va dans le fond diminuer et les éléments au totaux qu'on peut vivre, même si au niveau sensoriel, c'est amplifié, et ça donne surtout un élément très compréhensif aussi pour le cerveau. C'est clair pourquoi tu as mal. Mhm. Mais sans vouloir trop résumer ce que tu as dit, dans le fond, euh, toi, dans ton expérience personnelle, tu pouvais ou tu peux utiliser l'automutilation pour prévenir donc les shutdowns dont tu parlais, les effondrements par l'automutilation. Ça te permettait de ne pas avoir cette surcharge-là ou du moins de la diminuer. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est que dans le fond, il faut comprendre que c'est un moyen ultime, là. J'ai d'autres techniques que j'utilise avant. C'est pas quelque chose on fait banalement, je dirais. C'est vraiment une solution et ça permet, c'est ça, à mon cerveau de focuser sur ça et d'éviter la surcharge que je rentre en crise. Et là, moi, quand ça se manifeste, c'est vraiment une déconnexion du cerveau. C'est le cerveau qui arrête de fonctionner. On n'a pas d'études sur le sujet comme tel, mais c'est ce que toutes les personnes autistes qui ont écrit disent de façon commune. C'est une déconnexion du cerveau, d'arrêt du cerveau. Et là, moi, je vais rentrer en convulsion un peu comme une personne épileptique. Et ça peut durer plusieurs minutes. C'est pas quelque chose qui dure, ça peut pas durer excessivement longtemps parce que c'est trop souffrant physiquement, mentalement et physiquement aussi. Pour vous donner une idée, j'ai déjà fait un arrêt respiratoire pendant une crise. Et la particularité des crises autistiques, c'est qu'une fois que la crise est finie, la personne revient cognitivement en pleine fonction, comme si rien s'était passé. Et, et pendant ces crises-là, comme c'est vraiment, on dit que c'est une déconnexion du cerveau parce qu'on ne sait plus ce qui se passe, on n'est plus conscient de où
je dirais que j'ai un instinct peut-être très basique de survie. Là, je pense que s'il y avait un incendie qui se déclarait ou que quelqu'un me frappait pendant que j'étais en crise, je me rendrais compte un peu de ce qui se passe. Mais je ne peux pas dire, mettons, qui est là avec moi quand je suis en crise ou qu'est-ce que le monde a dit autour de moi ou bon, si quelqu'un m'a, mettons, déplacé entre une chaise puis un lit, je ne pourrais pas le dire. Fait que c'est vraiment pour ce qu'on parle de déconnexion et ça, c'est vraiment très souffrant au niveau psychologique. Hmm. Dans ton livre, tu nous parles aussi des différentes techniques pour prévenir les types de surcharge dont tu as parlé tantôt. Est-ce que tu voudrais revenir là-dessus un petit peu? Oui, là, il faut vraiment mettre ça entre guillemets. C'est vraiment une réflexion très personnelle. Il n'y a aucune démonstration, aucune preuve, ou données probantes qui affirment que ça fonctionne. C'est vraiment logiquement que j'ai essayé de réfléchir à ça. Et là, évidemment, si on pense aux enjeux sensoriels, on peut facilement penser à diminuer les enjeux que la personne vit, mais on peut aussi le voir de façon inverse, c'est-à-dire procurer une sensation de plaisir chez la personne. Euh, pour faire une analogie, c'est un peu comme le jeune enfant qu'on lui donne sa doudou quand il a mal. C'est pas un remède, mais ça fait moins mal, puis ça l'aide. Fait qu'on peut avoir le même concept. Au niveau social, il y a différentes solutions qu'on peut mettre de l'avant, soit par une personne qui va faire de l'interférence pour les situations. On peut penser par exemple d'éviter à quelqu'un de devoir faire son inscription dans un congrès ou à l'hôtel ou d'éviter de faire les premières rencontres. Bonjour, mon nom est Mathieu, je fais ci, et de dire plutôt, ah, je te présente mon collègue Mathieu. Mais ça se fait aussi de façon générale dans la vie de tous les jours. Au party de Noël, tu n'es peut-être pas obligé de faire la tournée de tout le monde pour dire bonjour, comment tu vas? Le bisou, la poignée de main, bon, les becs en pincette de ma tante Georgette. Donc, il y a plein de situations où ça peut arriver, qu'on peut penser à avoir des adaptations au niveau, c'est ça, de nos notions sociales. Pour le cognitif, c'est peut-être ça qui est un peu plus difficile parce que c'est quand est-ce que ton cerveau comprend plus. Et là, à part détecter soi-même les signes parce qu'on sent de la crise, tu ne peux pas vraiment dire, là, mon cerveau va être en surcharge pour la compréhension versus de il ne l'est pas. Mais c'est clair que si on l'amène la personne à l'aider à focuser sur quelque chose de simple ou qui est quelque chose de compris ou d'acquis, et là, on peut penser par exemple aux intérêts de la personne autiste, ça pourrait être une solution envisageable. L'idée, c'est un peu comme quelqu'un qui est en crise de panique, qu'on va lui demander de focuser sur sa respiration pour l'aider à se réguler. Ben, là, avec le cognitif, si la personne parle de ses intérêts, elle ne sera pas en surcharge avec ses intérêts et ça va être quelque chose aussi de simple pour elle à discuter, à évoquer. Et finalement, pour l'émotionnel, ben là, c'est toute la technique de gestion des émotions et les interventions qui existent par rapport à ça qui pourraient être utiles. Ce n'est pas différent de toutes les situations émotionnelles, c'est juste que c'est une cause qui peut engendrer ça chez une personne autiste. Est-ce que pour les gens dans l'audience, est-ce que tu voudrais répéter encore les trois types de surcharge, s'il te Il y en plaît? a quatre. Ah, quatre, pardon. Ouais. Tu Tu as vois? l'émotionnel, le relationnel, le cognitif et le perceptif, ben, le sensoriel, là. OK. Donc, dans le premier, je pense que tu disais une des stratégies, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de diminuer les effets ou les impacts négatifs de ce qui a dérangé la personne, donc le bruit, la chaleur, ce qui a un peu peut-être provoqué la surcharge. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Ou lui offrir des sensations agréables pour lui. Agréable, OK. C'est sûr que les gens sont intéressés à ce type d'intervention-là. Tu nous parlais aussi pour les autres types de surcharge qu'on peut centrer l'attention de la personne qui est en surcharge sur quelque chose qui lui fait du bien. Ça peut être les intérêts qu'elle a. Ça peut être aussi une genre de
j'ose pas dire mindfulness, là, peut-être que c'est pas le bon terme, mais d'avoir des respirations profondes, puis de faire diminuer la tension. Oui, ben dans le fond, la particularité, c'est de savoir exactement ce qui a causé la surcharge. Et c'est important, c'est ça, de comprendre que le moment de la crise n'était pas relié aux quelques secondes avant. Mm. Dans le fond, que l'événement avant peut être assez banal et tout le monde va dire que c'est banal et là, la personne autiste va faire une crise puis on ne sait pas trop comment, mais c'est juste l'événement qui a atteint la limite. Et là, retrouver dans le temps de la journée ou dans les heures avant, c'est quoi qui a engendré l'enjeu, ça peut être problématique et c'est pour ça que c'est un peu difficile de dire quelle intervention on va faire en concret. Mais c'est ça, les interventions reliées à toute la gestion des émotions, aux enjeux sensoriels de la personne, toute l'amener à focuser sur quelque chose qu'il va aimer et aussi avoir une notion, je veux dire, de prévention pour des enjeux sociaux, communication, relations. C'est tous des facteurs qui aident. Et si on sait que la personne autiste fait des crises, le mieux, c'est aussi de demander c'est quoi qu'elle a besoin pendant la crise ou comment qu'on intervient parce qu'il y a des personnes autistes qui voudront, qui sont prêts à être, je veux dire, à subir des pressions ou à être serrés par quelqu'un et que ça va les aider, tandis que d'autres, vous pouvez exacerber la crise, surtout si c'est une surcharge sensorielle et là, vous vous mettez à la manipuler. Fait que ça peut vous amplifier la crise, fait que savoir comment agir aussi avec la personne et c'est quoi le mieux. Et c'est ça, il faut comprendre que quand la crise a commencé, ça va finir un jour, mais il y a pas de moyen pour l'arrêter immédiatement le temps que le cerveau fait son redémarrage, si on veut. Et c'est ça. Quand après, il y a pas de danger, il n'y a pas de risque pour la personne, excepté comme moi, si ça dure très longtemps, avec la convulsion, il peut y avoir des enjeux biologiques, Ça me physiques, là. fait. Mais ça, Mhm. c'est relié à la convulsion, mais que quelqu'un qui ne convulse pas, il y a pas de risque à ça. Et quand la personne revient, c'est ça, cognitivement, elle est toute là. Fait qu'on peut y poser des questions, on peut en discuter, on peut. Qu'est-ce que tu penses, en fait, des stigmas qui peuvent être reliés, si on revient à l'automutilation, des stigmas qui peuvent être reliés à l'acte de s'automutiler quand on parle là, de relations d'aide avec des intervenants, par exemple? Par rapport à. Ben, parce que l'automutilation, tu l'as bien expliqué toi-même, tu l'as nommé, c'est comme le dernier des recours pour toi pour éviter cette surcharge-là. Tu as plein d'autres moyens, mais des fois, ces moyens-là, ça change pas. Mais dans une relation peut-être avec un intervenant à qui tu partages le fait que tu t'es automutilé ou qui voit que tu t'es automutilé, il peut y avoir comme un stigma ou une perception de la dangerosité de ce que tu as fait. Comment tu vois ça? Est-ce que tu souhaiterais ou comment tu souhaiterais qu'on intervienne? À mon sens, le réflexe d'être dans l'annulation ou l'interdiction est peut-être la chose la plus inadéquate à faire. Mm. C'est vrai que l'automutilation est un facteur de risque important pour le suicide, mais je pense que c'est encore plus important le lien thérapeutique. Et on le sait dans le fond que pour les personnes autistes, quelqu'un qui reçoit des soins ne perçoit plus le suicide comme une solution adéquate. Alors que si on le prive de soins, pour lui, le suicide devient une solution adéquate à sa souffrance. Mhm. Donc, avant tout, je pense que c'est la préserver l'alliance thérapeutique qu'on a avec la personne plutôt qu'être dans une idée de oh non, il faut absolument pas que la personne s'automutile et que parce que ça peut dégénérer, parce qu'il peut avoir des risques. Et comprendre aussi qu'est-ce qui l'amène à faire ça. Dans mon cas, ça peut paraître important, grave, puisque je me taillarde à plusieurs reprises, mais c'est beaucoup moins souffrant que d'avoir une crise.
Mhm. Donc, un professionnel qui ferait tout pour m'empêcher de m'auto-mutiler me créerait sûrement plus de souffrance à long terme parce que je vivrais plus de crises. Et on n'atteindrait pas le but non plus d'améliorer la qualité de vie. Donc, je pense qu'on peut vraiment en discuter dans une perspective de qualité de vie. Et aussi, c'est, ça peut être délicat, mais de discuter pourquoi un moyen spécifique est pris plutôt qu'un autre. Mhm. Et des fois, il y a des moyens qui sont moins dangereux pour la santé. Je veux dire, c'est dépendamment où tu te coupes avec une lame, c'est pas les mêmes risques pour la santé, les mêmes impacts potentiels, au même titre que si tu, euh, tu tires les cils ou les poils, c'est moins dangereux que de s'empoisonner. Donc, on peut des fois réfléchir à c'est quoi qu'on vient chercher par ça, ça répond à quel besoin, pourquoi c'est de ce moyen-là qui est choisi. Et si on comprend le besoin de la personne derrière, peut-être même que l'automatisation va être vue comme simplement, c'était comme ça que j'arrivais à le faire, mais j'ai une solution qui est plus adéquate pour répondre à mon besoin. La personne va cesser elle-même. On ne s'automutile pas pour le plaisir. Je serais le premier à prendre une pilule ou à prendre un médicament ou je ne sais pas trop quoi pour plus m'automutiler. Donc, y aller beaucoup plus, je pense, dans une optique d'alliance thérapeutique, reconnaître l'autodétermination de la personne dans l'expression d'un besoin, d'un état, et de voir avec elle comment on peut peut-être plus répondre à ça plutôt qu'essayer absolument d'interdire ou de contraindre. Et il ne faut pas oublier non plus que, contrairement au mythe, les comportements restreints des personnes autistes n'ont aucun lien avec l'automutilation. Mhm. Oui, ça, tu l'expliques bien dans ton livre Ouais. aussi. J'ai lu une étude qualitative qui interviewait des personnes autistes qui expliquait justement, tu confirmeras si c'est aussi la façon dont tu le vois, mais qui confirmait que face à leur propre automutilation, ce qu'ils souhaitaient recevoir de la part des intervenants, c'était de l'écoute, de l'empathie, pas de jugement. Donc, un peu ce que toi, tu viens de résumer pour toi-même. Puis j'avais vu ça dans des résultats d'études, puis je trouvais ça intéressant de d'avoir cette position-là, comme tu dis, sauvons la, ou conservons la relation d'aide puis le lien de confiance au lieu d'être dans c'est pas correct que tu fasses ça, Mathieu, c'est pas Ouais. bon pour toi. Donc, Parce qu'on peut même réfléchir un peu plus à long terme. Si jamais, comme intervenant, on s'oppose ou on agit vraiment en interdiction par rapport à l'automutilation, est-ce que si c'est vraiment une prémisse à des idées suicidaires, la personne après ça va vouloir venir se confier et dire, là, ça va pas, j'ai des idées noires, je prévois me suicider, j'ai fait mon cas, et c'est sûr que non, vu qu'elle sait qu'elle ne sera pas accueillie, aidée, mais qu'elle va être seulement contrainte. Donc, même à long terme, pour les risques que ça peut engendrer, les préoccupations, je pense que ce n'est pas productif. merci beaucoup, Mathieu. Justement, tu viens de le mentionner, je bifurquerais vers cet autre sujet qui est sensible aussi puis qui est difficile. Donc, tu prendras le temps, évidemment. C'est toi-même qui as ouvert la possibilité de parler là, des épisodes suicidaires, de tes épisodes suicidaires. Je veux juste mentionner s'il y a quelqu'un dans l'assistance là, qui a besoin d'aide, restez pas seul, tournez-vous vers les autres, demandez de l'aide. Vous pouvez toujours appeler au 881-866 appel si vous avez à soutenir ou vous avez vous-même beaucoup de souffrance. Donc, partagez, restez pas seul là-dedans. On va parler donc des épisodes suicidaires, puis après, inquiétez-vous pas, on va parler de porter des messages aussi qui vont nous amener à peut-être modifier, améliorer les services qu'on offre. Donc, ma première question pour toi par rapport aux épisodes suicidaires que tu as vécus, tu les as expliqués aussi dans ton livre. Est-ce que, de façon générale, d'abord, donc, tu pourrais nous aider à mieux comprendre le phénomène du suicide et de la souffrance chez les personnes autistes? Ben, je pense que c'est pas différent dans le sens, le choix de vouloir mourir, je pense pas qu'il est différent chez les personnes autistes de la population générale, là, que c'est vraiment vu comme une solution à une souffrance et que c'est la solution ultime parce qu'il n'y en a pas d'autre qui fonctionne. Évidemment, les personnes autistes sont beaucoup plus à risque de suicide. C'est même
assez spécifique aux personnes autistes sans déficience intellectuelle. Mhm. Pour eux, c'est la deuxième cause de décès. Donc, une personne autiste sans déficience intellectuelle va mourir généralement de suicide ou de cancer. Ça existe aussi beaucoup chez les personnes autistes déficientes intellectuelles, mais c'est qu'ils meurent aussi beaucoup d'enjeux génétiques ou neurologiques. Fait que c'est pour ça que c'est moins présent. Hein. Mais la moyenne, c'est 3 fois plus de morts dans la population autiste et 10 fois plus pour les personnes sans déficience intellectuelle. Mhm. Donc, c'est un enjeu très crucial de santé par rapport à cette population-là. Et on sait aussi que contrairement à la population générale, les filles sont beaucoup plus à risque, 5 à 13 fois plus à risque que les filles non autistes. Donc là, on a un lien différent avec le sexe et le suicide. Et on explique ça parce que les personnes autistes ont très peu accès à tous les facteurs de protection reliés au suicide qu'on connaît pour la population générale. Et même qu'on s'interroge à savoir si le travail serait réellement un facteur de protection chez les personnes Ah autistes. ouais. Ouais, parce que 50% des suicides chez les personnes autistes, c'est des personnes qui travaillent. Il y aurait d'autres enjeux. Et là, on peut facilement comprendre le harcèlement psychologique au travail ou être sous-qualifié dans ses emplois qui n'amènent pas une valorisation de soi ou les enjeux relationnels, communicationnels sans être dans du harcèlement qu'on peut vivre au travail. On peut penser aussi là, avec le scandale qu'il y a eu ici au Québec avec les plateaux de travail. Est-ce que c'est réellement, on peut dire qu'ils sont au travail, mais est-ce que c'est un travail valorisant, qui est protecteur, qui est... Donc, on pourrait s'interroger si c'est réellement un facteur de protection, étant donné qu'il y en a beaucoup qui travaillent et qui se suicident quand même. Dans ton livre aussi, tu parles beaucoup, puis tu l'as mentionné tantôt, de camouflage social. Si j'ai bien compris, camouflage social aussi, ça pourrait être un facteur de risque par rapport au suicide. Oui, c'est un facteur unique aux personnes autistes. Là, il faut comprendre que oui, c'est un facteur unique aux personnes autistes, mais c'est loin d'être le facteur le plus important. Dans tous les facteurs, selon l'étude qui a été faite sur ça, on serait à peu près à 5% de variabilité ou d'impact par rapport à dans toutes les. Si on prend tous les facteurs, même le camouflage social compte pour à peu près 5% les facteurs de risque qu'on a, mais oui, c'est quelque chose d'unique et c'est bien documenté l'impact du camouflage social sur la santé mentale de façon générale. Est-ce que tu voudrais nous résumer courtement en quoi ce lien-là peut être fait ou de quelle façon ça peut influencer? Ben, le camouflage social, rapidement, c'est le fait de cacher nos caractéristiques autistiques. Et là, on peut le faire de deux façons. Soit on cache littéralement, par exemple en contrôlant nos stéréotypies ou en faisant pas nos intérêts, ou on compense en apprenant des techniques ou des formes de relations, par exemple le contact visuel ou faire les salutations d'accueil. Là, bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien, toi. Enchanté de te rencontrer. Et là, quand on part, dire bonjour, j'ai été heureux de te rencontrer. J'espère qu'on va se revoir une prochaine fois. Fait que c'est le genre de compensation qu'on peut faire. Et là, ça a deux impacts. Soit que ça a un impact au niveau de l'énergie, c'est dur cognitivement à faire et psychologiquement, être tout le temps en train de s'analyser, mais ça a aussi un impact sur l'estime de soi, sur la perception de soi, de jamais pouvoir être soi-même, soit parce que Mm. on se demande c'est quoi qui est pas correct chez moi, mais aussi de devoir jouer le rôle, être dans la dépersonnalisation de soi, de devoir faire ça. Et tout ça, ça engendre, c'est ça, des enjeux physiques au niveau énergétique, mais aussi psychosomatique. Et ça engendre des enjeux de santé mentale, anxiété, dépression, des personnalisations dans des cas plus extrêmes et même des impacts au niveau du suicide à cause de ces enjeux-là. Évidemment, c'est fait dans une perspective de favoriser son acceptation et son intégration à un groupe.
faut comprendre que c'est pas juste négatif non plus. Sinon, on n'en ferait pas tous du camouflage social. On s'adapte tous au groupe auquel on veut appartenir. Ça permet à une personne autiste, des fois, d'avoir un emploi ou de participer à des groupes pour ses intérêts. Mais les effets bénéfiques sont tellement peu importants comparativement aux impacts négatifs qu'on se questionne. C'est quoi la valeur et c'est quoi l'intérêt d'aller dans le camouflage social à ce point-là? Ok, merci beaucoup. On va revenir de façon plus personnelle sur les épisodes suicidaires. Je l'ai mentionné tantôt, tu as écrit sur les épisodes directement dans ton livre. Pourrais-tu nous parler en termes de recherche de stratégie là, de la part des intervenants? Pourrais-tu nous parler de ce qui te permet maintenant de plus considérer le suicide comme une solution, la première solution pour mettre fin à ta souffrance? Qu'est-ce qui t'a permis de... Ben, je l'ai mentionné, là, dans le fond, c'est ce que les études rapportent. Dans mon cas, c'est de croire qu'il y a d'autres possibilités, que le réseau de santé peut m'aider et que je reçois des soins, dans le fond. J'ai accès à des soins pour les problématiques et je pense que ça va dans un consensus assez large de la littérature sur le sujet, pas juste chez les personnes autistes, de dire que si on offre une autre solution à la personne pour les difficultés qu'elle vit, elle ne va pas envisager le suicide. Ce n'est pas quelque chose qui est facilement exécutable et encore moins désirable. Et ça va un peu contre l'instinct de survie humain. Fait que c'est vraiment quelque chose de très extrême quand on est rendu à dire je me suicide. C'est assez rare que c'est très impulsif et pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas des personnes qui se suicident de façon impulsive, mais c'est pas. Tout va bien, j'ai gagné le gros lot et 3 jours plus tard, je me suicide. Il y a vraiment des facteurs de risque préalables à ça qui peuvent expliquer les situations de la souffrance. Là. Donc, dans mon cas, c'est ça. C'est l'accès aux soins qui me permet. Tu as parlé de l'accès aux soins, puis tu as parlé aussi beaucoup d'espoir, en fait. C'est l'espoir de savoir qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a quelque chose de mieux, je pense. C'est ce que j'ai senti aussi par rapport à ton livre, quand tu as pu rencontrer des professionnels de la santé euh, que, avec lesquels tu as senti qu'il y avait du respect, de la considération, une relation qui te reconnaissait. Est-ce que je me trompe en disant ça, que cet espoir-là, puis le fait d'avoir pu vivre une relation thérapeutique ou aidante avec les professionnels, ça t'a donné cet espoir-là? Oui, et à deux niveaux. Dans le fond, il y a le fait de croire qu'il y a une solution médicale pour m'aider, mais aussi, et je pense que c'est encore plus important, de faire reconnaître comme un être humain et pas juste un problème théorique à répondre. Moi, il y a des psychiatres qui m'ont déjà dit, ben, c'est pas je peux rien faire pour toi, t'es autiste. Fait que retourne chez vous. C'est un peu paradoxal quand on dit si vous avez des idées suicidaires, n'hésitez pas à consulter. Et là, qu'on se fait retourner sous prétexte qu'on est un enjeu sans solution. Et surtout, ben, ça nie tout le côté ben, que c'est une personne qui souffre. À partir du moment où on vous déshumanise, on ne vous considère même plus comme un humain, ça vous donne quoi de vouloir vivre dans de la souffrance, dans un état, c'est ça, de santé précaire. Et c'est ça. La dernière fois, en plus, moi, j'avais tous les enjeux du TSPT avec les flashbacks, l'hypervigilance. Fait que j'étais rendu violent physiquement, notamment avec mes enfants. Donc, si tu n'es plus considéré comme un être humain, en plus tu fais du tort aux autres, il n'y a plus beaucoup de raisons de vouloir vivre. Puis qu'on te dit qu'il n'y a pas de solution, là, parce que t'es autiste, pourquoi tu continues? Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Je vais passer tout de suite au troisième axe, au troisième thème là, de l'entrevue qu'on voulait faire ensemble, qui s'oriente plus sur le type d'intervention ou les stratégies. Donc, compte tenu de ton vécu expérientiel, aussi de toutes tes connaissances en autisme, quel soutien aurais-tu souhaité recevoir dans ces moments-là difficiles? Est-ce que tu vois quelque chose que tu dis,
j'aurais ça m'aurait vraiment aidé parce que tu as eu des expériences vraiment pas évidentes dans les services. Ben, je vais revenir, je pense, sur le message important. Là, l'autodétermination de la personne autiste dans sa reconnaissance comme un être humain et possiblement des soins sans stigmatisation, dans le sens que oui, le diagnostic d'autisme est une information clinique qui peut avoir son importance dans beaucoup de situations, qui est un élément à savoir, je pense, pour le professionnel, mais c'est pas un champ d'expertise ou une démonstration d'incapacité d'intervention. Et c'est ça qui est assez particulier dans les projets qu'on fait présentement, c'est qu'on se rend compte que peut-être 90% de qu'est-ce qu'on va finir par produire puis donner comme information, ça s'appliquera à n'importe qui. Être à l'écoute d'une personne, respecter ses besoins, demander le consentement, c'est des choses qu'on peut faire avec tout le monde, là. Les enjeux sensoriels, tout le monde en vit. Des problèmes administratifs, tout le monde en vit. L'accès physique dans des lieux, tout le monde en vit. Et que finalement, pour les personnes autistes, c'est peut-être juste d'avoir un petit réflexe, mais ce réflexe-là pourrait être fait avec n'importe qui et qu'il y a peu de situations qui demandent vraiment une spécialisation dans le soin, là, d'être vraiment un psychiatre spécialisé en autisme pour intervenir avec une personne autiste. Les seules interventions, nous autres, qu'on a trouvées sont vraiment déjà des interventions très spécialisées. Et en plus, par exemple, pour le TSPT, il y a des adaptations à faire pour une personne autiste, mais c'est déjà en tant que tel assez spécialisé de traiter un TSPT dans la population générale, que fait que dans des situations comme ça, de toute façon, on aurait sûrement recours à un spécialiste. Donc, Mhm. et pour le restant, c'est les mêmes interventions que la population générale. C'est une adaptation beaucoup plus de l'alliance thérapeutique, de comment on le fait, et de penser qu'il y a il y a des enjeux communs, ben, il y a des enjeux qu'on peut engendrer dans notre relation thérapeutique avec une personne autiste parce qu'on a des réflexes qui ne sont pas accommodants ou qui peuvent être blessants. Et là, par exemple, toute l'expérience traumatique que peuvent avoir vu les personnes autistes. Ça fait que simplement être touché, par exemple, pour écouter le cœur avec un stéthoscope, ça peut être une forme d'agression Mhm. reliée à leur vécu, aussi une agression sensorielle. Fait que peut-être demander le consentement avant, ce qui est un réflexe qu'on fait dans d'autres domaines, comme par exemple la gynécologie, mais que c'est assez rare qu'à l'urgence, le médecin va te demander est-ce que c'est correct que je te touche pour écouter ton cœur avec mon stéthoscope? Au même titre, quand des fois, on va penser qu'il y a des gestes qui sont plus simples, plus récurrents, comme une prise de sang, va être nécessairement simple et banal avec une personne autiste, peut-être pas. Et donc, on peut s'informer avant si ça a bien été, c'est quoi les trucs. Fait que c'est juste des petites adaptations. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, parce qu'on a fait un projet en simulation, et c'était des simulations, je veux dire, d'improvisation. On n'avait pas de texte pour les acteurs, pas de contenu. Fait que ça se déroulait comme ça se déroulait. Et contrairement à ce qu'on peut voir, on peut penser, faire ces accommodations-là, ça ne prend pas plus de temps. Ah, Toutes nos simulations se sont faites entre 15 et 20 minutes. Et il y en a que ça a très mal été et il y en a que ça a très bien été. Mais quand ça va mal, après, on peut se demander quel va être mon accès ou comment je vais avoir les informations. Je vais pouvoir continuer à traiter la personne? On peut penser si elle vient voir pour des douleurs thoraciques et là, comme urgentologue, vous brusquez la personne, puis elle n'ira peut-être pas faire son électrocardiogramme ou elle n'ira pas au scan ou elle n'ira pas prendre la radiographie parce que vous l'avez déjà agressé. hmm. Donc, Ça vous peut n'aurez faire pas beaucoup de choses. l'information, vous ne pourrez pas l'aider au même titre que la santé mentale. Si elle ne se présente jamais à son rendez-vous de suivi, on a manqué notre coup. Tandis qu'en l'accommodant, même si jamais ça prendrait un peu plus de temps pour une raison X, Y, Z, ben, si elle va faire son rendez-vous après, on est déjà gagnant pour ça. On évite, entre autres, le phénomène des portes tournantes. Puis, c'est pas parce qu'on fait un accommodement qu'on n'est pas nécessairement en action au niveau médical.
On pourrait penser à un enfant autiste que le parent nous dirait, moi, il faut qu'il y ait 3-4 minutes là, où il ne se passe rien pour qu'il s'accommode au local, qu'il puisse l'explorer. Et là, le professionnel pourrait dire, ben là, en 15 minutes, si je perds 4 minutes à le regarder le local, mais cet enfant-là vous communique des informations non verbales, vous pouvez discuter avec le parent en attendant, vous pouvez faire vos formulaires d'inscription ou je ne sais pas quoi pendant qu'il fait ça. Fait que c'est pas nécessairement un temps perdu à rien faire non plus, c'est juste peut-être adapter nos pratiques. C'est vraiment intéressant. Justement, tu l'as abordé aussi dans ton livre, courtement, mais rapidement. J'aimerais ça que peut-être tu dises à l'auditoire, quand toi, tu as reçu ton diagnostic d'autisme, tu as eu comme une perte de service là, où tu es tombé dans un trou noir là, où les gens se chicanaient pour, dans le fond, ne prenaient pas en charge les services que tu aurais dû avoir. Peux-tu nous parler de ça? Oui, c'est ça. Pour mettre en contexte, dans le fond, j'ai eu, moi, mon diagnostic à 31 ans à la suite de mon internement psychiatrique. C'est les psychiatres à l'urgence qui disaient que j'avais autre chose et que ça serait bien de me faire évaluer. Fait que pendant l'évaluation, j'avais commencé des services en santé mentale. Et lorsque j'ai eu mon diagnostic de TSA, ben, on m'a simplement dit les services en santé mentale sont finis. On te réfère en DI-TSA parce que j'ai un diagnostic d'autisme. Et en DI-TSA, il disait que je relevais de santé mentale parce que j'arrivais d'un internement psychiatrique pour suicide et j'avais un TSPT. Et donc, on s'ostinait entre, je veux dire, départements à savoir qui allait s'occuper de moi. Et j'ai été pendant 6 mois sans service, alors que je sortais quand même d'un internement psychiatrique pour suicide, puis qu'on m'avait diagnostiqué un TSPT. Mais parce que j'étais autiste, ben, il fallait faire un débat administratif et c'est finalement le protecteur du citoyen qui a obligé la reprise des services en critiquant fortement cette absurdité-là, de savoir qui prend en charge, sous quel prétexte et comment, quand les services doivent être primés sur une gestion administrative d'un cas, là. Et ça, dans un moment où tu étais peut-être déjà fragilisé, tu sortais d'un épisode suicidaire, tu venais Ouais. d'avoir un diagnostic, il a fallu que tu défendes en plus ton droit d'avoir ces services-là. Ouais. Et c'est d'autant plus particulier parce qu'en théorie, avec mon diagnostic de TSA, j'étais plus malade. Donc, j'aurais dû avoir une facilité d'accès au service vu que je devenais un patient plus important, mais ça a été tout l'inverse. Il aurait dû avoir une certaine priorisation. Ouais. Justement, est-ce que de cette expérience-là, tu aurais des leçons qu'on pourrait nous tirer comme intervenants du réseau pour éviter Ben, ces comme c'est écarts-là? un enjeu systémique, je ne sais pas à quel point qui a du pouvoir sur quoi. Je veux dire, quand c'est ton patron qui dit c'est plus toi qui s'en occupe, à quel point tu as un pouvoir. Et là, il y a, je suppose, par rapport aux autres professionnels, qu'on peut faire des interventions, des choses comme ça, mais à quel point on est un lanceur d'alerte et avec toutes les conséquences que ça peut occasionner. Fait que pour moi, c'est beaucoup plus une question propre à chacun, d'éthique, de morale, de sa situation, de sa vie, de comment qu'elle voit ça, de comment on peut créer le lien aussi peut-être avec l'autre service. Tu sais, c'est peut-être pas un problème de dire pendant 2 semaines, je te vois plus parce que tu vas être transféré, mais je vais te faire un appel avant que tu te reprennes, puis je vais m'assurer que ma collègue, tu sais, t'aies pas à tout répéter tes informations, je vais lui faire une bonne préparation, puis fait que dans le fond, tu as, oui, 2 semaines sans rendez-vous, mais je m'assure que tout est bien, puis je m'assure que tu ne perds pas de temps parce que ma collègue va être informée, puis qu'il y a des avenues qu'on a travaillées, puis c'était quoi? Fait que dépendamment de comment ça se fait, c'est peut-être pas non plus préjudiciable. Dans mon cas, c'est vraiment que j'ai été 6 mois sans rien. Fait que je pense que ça dépend beaucoup des institutions, de chaque personne, de sa vie, fait que je n'irai pas sur. Mais c'est clair que c'est un enjeu systémique, là. OK. Parfait, merci. Je vais bifurquer un petit peu. On en a parlé ensemble quand on préparait l'entrevue. En troubles graves de comportement, je présume que la majorité des gens qui sont dans l'auditoire, dans l'assistance, travaillent plus auprès des personnes qui sont autistes, mais qui ont aussi une déficience intellectuelle.
avec des troubles concomitants, des comorbidités aussi. Donc, pour cette population-là, compte tenu du fait que la représentativité des personnes autistes est loin d'être parfaite, là, ça reste imparfait parce que la majorité des personnes avec qui nous, on travaille, on l'a discuté à communiquer verbalement, on l'a discuté à communiquer aussi simplement avec diverses modalités. Donc, n'arrivent pas à expliquer leurs besoins. Est-ce que tu aurais une idée de la façon dont on pourrait améliorer les services qu'on offre à cette population-là? Ben, la façon la plus simple, à mon avis, ça reste par l'utilisation d'un proxy, que ce soit le parent ou un proche aidant, qui est souvent une source d'information très importante, autant dans comment faire des interventions que les causes potentielles. Et après ça, une personne aussi comme moi peut possiblement aider à comprendre des situations, des enjeux, pourquoi on a certaines situations, même si la personne ne peut pas le vivre. Je veux dire, c'est pas parce que tu es déficient intellectuel que tu as des motivations différentes, par exemple, pour l'automutilation. Bon, ouais. Donc, on peut se référer à ça, même si la personne, peut-être que dans les trois possibilités qu'on a, on ne trouvera pas la bonne du premier coup, mais ça limite déjà beaucoup le champ d'intérêt ou en tout cas le champ d'analyse pour comprendre une situation qu'on vit. Et j'ai l'impression, tu sais, c'est toujours aussi de se demander un peu c'est quoi un soin de qualité. Et là, à mon avis, le soin de qualité, ça représente ce qui va être le plus respectueux de l'amélioration de la qualité de vie de la personne et non le soin en tant que tel. On entend beaucoup la neuroaffirmation, puis comment donner des... Mais moi, je suis très sceptique que faire de la neuroaffirmation est nécessairement des soins de qualité. Ça paraît bien moralement, ça paraît bien éthiquement, mais je ne suis pas sûr que ça répond à des besoins de santé. Et surtout que je ne suis pas sûr que les interventions qui sont décriées par des mouvements comme ça de neuroaffirmation, par exemple, pourraient penser à la contention, que c'est nécessairement une mauvaise intervention. Ça dépend vraiment, à mon avis, beaucoup des contextes, des besoins, des situations. Il y a des interventions qu'on peut juger moralement moins adéquates, mais qui répondent à un besoin très précis, qui peuvent être très aidantes. Par exemple, la contention, au même titre qu'on décrit fortement les électrochocs, mais que c'est encore utilisé dans des situations très spécifiques et que ça a de très bons résultats. Et à l'inverse, pas parce que c'est mieux accueilli socialement ou par un groupe que c'est nécessairement une intervention de qualité probante et qui va répondre réellement aux besoins de la personne autiste. Et là, je peux revenir avec l'exemple de l'automutilation. Si on m'empêchait de faire de l'automutilation, on nuirait ma qualité de vie. Et même que quelqu'un qui dirait, ben moi, l'automutilation, je trouve que c'est important d'intervenir parce que c'est grave. Ben, c'est comme très loin dans ma liste des priorités pour ma santé à moi. Je comprends que médicalement, c'est important, mais si on me demande c'est quoi ma priorité, là, si dans ma vie, il me restait juste ça comme problème, je vivrais très bien et sûrement que j'aurais pas de besoin de consulter et de services de santé juste pour ça, s'il me restait juste ça comme défi. Donc, c'est beaucoup plus dans cette perspective-là, je pense que c'est intéressant à aborder. Et là, comprendre c'est quoi le désir d'une personne, n'a pas besoin d'être très verbal ou d'utiliser une communication verbale pour le comprendre. Puis c'est assez facile de savoir avec le parent c'est quoi qui me rend heureux, c'est quoi qui a de l'air de faire du bien. Euh, Fait que j'extrais beaucoup plus mes réflexions dans ce sens-là. C'est super, ça nous donne vraiment un bon éclairage. Pour terminer, on est déjà à la fin, on va avoir une période de questions, mais j'invite encore les gens à écrire dans le clavardage les questions, les commentaires pour Mathieu. Donc, dernier petit bout peut-être, tu nous as parlé de beaucoup de choses différentes et variées. Est-ce qu'il y a un ou deux messages que tu aimerais que l'assistance, qui sont majoritairement des intervenants qui travaillent en DI, TSA, avec des personnes en situation de TGC, retiennent pour la fin de ces deux belles journées de colloque?
Ben, le premier, je sais que je peux être très critique et qu'on peut être très critique par rapport à ce qui est fait, mais il faut comprendre que même par les plus mauvais professionnels que j'ai eu des interventions avec, que j'ai jamais douté, moi, du désir de soigner, du désir d'aider. Fait que c'est pas parce que c'est mal fait ou que l'intervention échoue ou que pour une raison X, Y, Z, vous n'arrivez pas à créer une alliance thérapeutique, qu'il faut nécessairement s'auto-flageller et remettre en question notre désir d'aide, notre compétence pour aider, c'est deux choses différentes. Fait que je crois sincèrement, moi, que tous les professionnels ont cette dévotion-là, même si on parle des fois d'enjeux par rapport à les soins. Pour moi, c'est deux choses très différentes et il ne faut pas l'oublier. Et quand on est trop critique, des fois, ça démotive un peu. Alors, je vous reconnais ça. Et aussi, l'autre chose, c'est ça, c'est qu'avant tout, intervenir avec, je pense, des troubles graves de comportement ou de l'autisme, c'est pas une question d'être un spécialiste des soins, c'est une question d'être un humain qui veut aider un autre et que c'est une situation spécifique comme pourrait l'être d'autres situations, mais ça ne demande pas nécessairement une expertise professionnelle pour pouvoir aider cette personne-là de façon générale à améliorer sa qualité de vie. Peut-être que ça va en prendre pour les soins, mais je veux dire, je pourrais faire un peu l'analogie avec quelqu'un qui a le cancer. Ça prend un oncologue pour savoir quelle chimio faire, puis peut-être comment un chirurgien oncologue pour savoir comment opérer, mais tout ce qui est pour le milieu de vie, ben, c'est une préposée aux bénéficiaires, c'est une travailleuse sociale. Tout ce qui est pour l'administration, je veux dire, des remèdes, c'est une infirmière. Pour être humain et compatissant dans le défi de la personne, ça ne prend pas un oncologue nécessairement pour accueillir la détresse, conforter la personne. C'est la même chose, je pense, pour l'autisme, les troubles graves de comportement. Un humain, ça a beaucoup plus de besoins que simplement son diagnostic très spécifique médical et qu'on peut intervenir sans être un grand spécialiste. C'est un beau message que tu portes. Donc, être à l'écoute, continuer de vouloir être bienveillant, respecter l'autodétermination, essayer d'aller chercher les proxys que tu as nommés pour bien connaître qu'est-ce qui fait du bien à la personne, puis comment cette personne-là se sent bien. C'est un très, très beau message. Merci beaucoup, Mathieu. Tu reçois plein de félicitations que tu ne vois pas dans le clavardage. Les gens ont été très touchés par tes différents témoignages. Je vais commencer donc la période de questions. Vous avez encore le temps, les gens, on a jusqu'à 54 avant de passer la parole à ma collègue Marianne, donc n'hésitez pas. Première question que j'ai pour toi, je m'excuse, je vais la lire ici, je la reçois, elle bouge pas. Ah oui, à quel moment tu as senti que tu avais du contrôle sur ton cheminement et que tu étais entendu dans tes besoins, dans ton parcours, dans les services? Quand il y a quelqu'un qui m'a considéré comme un humain, fait que je dirais en 2014, quand j'ai rencontré le psychiatre. Là, je garde l'anonymat parce que c'est une demande à lui. Il sait que de ce que je pense, et j'ai même produit un texte qui a été publié dans la revue de la Fédération québécoise de l'autisme sur ça, mais c'est pour sa demande à lui que je garde l'anonymat. Donc, quand tu as rencontré cette personne-là qui t'a Ouais. considéré, c'est là que ça a changé un petit peu ta vision ou ton espoir d'obtenir des services qui répondraient à tes besoins. Oui. Merci beaucoup. Tu as un commentaire, je vais le lire aussi parce que les commentaires sont intéressants. Quelqu'un nous dit c'est toujours important de rappeler qu'un intervenant est censé s'abstraire de ses valeurs pour respecter les besoins de la personne qu'il essaie d'aider. Il doit parfois se faire violence pour accepter de faire une intervention qui est, même si c'est contre-intuitif pour lui. Donc, d'être à l'écoute des besoins de la personne plutôt que de rester dans ses propres valeurs. J'apporterais juste une nuance parce que j'ai l'impression que la situation ici qui est énoncée peut exister, mais j'ai l'impression que ça doit être très minime comme situation parce qu'on est beaucoup plus là, dans une forme de discrimination, stigmatisation volontaire
alors que j'ai l'impression que c'est beaucoup des biais implicites. Fait que c'est pas que le professionnel le fait pas, c'est qu'il en est pas conscient, Ah, qu'il ah. agit comme ça et qui a ces impacts-là. Fait que je ne mettrais pas le tort beaucoup sur l'éthique de travail des professionnels. Selon moi, c'est vraiment pas la majorité. Bien au contraire. Oui, oui. Ben, je peux présupposer, là, j'ai peut-être tort, mais que si on prend cette situation-là puis on la pose dans ce que tu as mentionné par rapport à l'automutilation, donc l'intervenant ce qui est contre-intuitif, c'est de ne pas interdire à la personne devant lui de s'automutiler ou de ne pas en faire une urgence d'intervention ou d'hospitalisation, par exemple. C'est là que je dis, à mon avis, c'est pas mal plus un biais, parce que c'est tout l'enseignement qu'on reçoit, toute la formation, tout ce qu'on se fait dire, comment intervenir. Alors, c'est implicite dans notre fonction, c'est un peu instinctif, notre réaction. C'est pas quelqu'un qui dit, ah oui, moi, volontairement, lui, je vais le contraindre absolument pour pas qu'il puisse se blesser. C'est plus une façon de faire, de travailler. On est moins conscient qu'il y aurait peut-être une autre façon de le faire. Il y aurait à moins de se le faire soulever comme problématique. Mais je ne pense pas qu'il y a un professionnel qui va dire volontairement, ah oui, moi, je veux contraindre absolument cette personne-là, puis je sais tous les impacts négatifs de la contrainte que ça peut avoir, mais je vais le faire parce que ça me tente d'utiliser ça comme méthode, puis je ne pense pas qu'on est là. Fait que c'est pour ça que je parle beaucoup plus de biais implicite que vraiment d'un choix très volontaire et réfléchi. Tout à fait. OK, merci beaucoup. Les gens ont été curieux, avec raison, moi aussi d'ailleurs, sur ce que tu as mentionné par rapport aux insatisfactions des personnes autistes sur les services qu'ils ont reçus. Donc, les personnes que tu mentionnais insatisfaites, les 7 les 7 sur 10 insatisfaites, quelles étaient les insatisfactions les plus fréquemment nommées? Ben, on a plus posé des questions par rapport aux barrières aux soins, fait qu'on ne sait pas, mettons, laquelle qui amène la plus grande insatisfaction. On sait lesquelles sont les plus importantes, mais on n'a pas quantifié par rapport à l'impact d'insatisfaction. Et là, dans le fond, ça se résume je dirais, en trois catégories qui sont les mêmes aussi pour les professionnels, c'est-à-dire il y a toute la notion de relation. Et là, pour les professionnels, c'est qu'ils ont peur de ne pas créer l'alliance thérapeutique, alors pour les personnes autistes, c'est qu'ils ont peur de ne pas savoir comment exprimer leurs idées, ils ont peur de ne pas être compris. Il y a les expériences traumatiques qui rentrent là-dedans. Il y a tous les enjeux d'intervention professionnelle, d'y manquer d'outils, manquer de formation, alors que la personne autiste, elle, c'est tous les enjeux, je vais dire, des soins qu'elle reçoit, que ce soit parce qu'elle ne comprend pas comment le soin va être fait, que le professionnel ne comprend pas les informations médicales qu'elle peut donner quand on lui demande la douleur ou qu'elle n'est pas capable de comprendre le fonctionnement pour aller prendre une radiographie ou les enjeux qu'elle va devoir vivre pour les tests multiples. Et il y a des enjeux administratifs. Bon, au niveau des professionnels, sont nombreux avec les réseaux administratifs, mais pour les personnes autistes, ça se reflète par l'accès, dans le fond, aux soins au niveau administratif. Prendre un rendez-vous, faire le suivi, aller porter un test, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais aussi des enjeux économiques, même dans un système qui est gratuit en théorie. S'il faut que tu t'absentes, puis que tu n'as pas de congé de maladie, puis que, bon, ben, il y a un coût à ça. Souvent, c'est des centres spécialisés, fait que si tu n'es pas à Montréal ou à Québec, peut-être que tu dois te déplacer beaucoup. Fait que c'est pas gratuit non plus. Fait que c'est les enjeux qu'on retrouve. Principalement. Merci beaucoup. On te demande aussi de quelle façon ta famille t'a accompagné dans ton besoin d'aide. Qu'est-ce qui t'a aidé comme soutien de ta famille? Ben, il y en a un très important qui est un soutien, je vais dire, très économique. Moi, je vis encore chez mes parents. Hein, fait que j'étais en trigénération et je l'ai dit, j'étais inapte à travailler. J'étais considéré comme inapte à travailler, donc je vis de la solidarité sociale. Fait que mes parents compensent financièrement plusieurs de mes dépenses que j'ai et m'évitent la pauvreté, euh, autant pour moi que pour mes enfants. Hein. Donc, c'est un élément très important. Et si on pense
toute ma vie quand j'étais plus jeune, c'est que mes parents ont toujours été très ouverts à m'accommoder. Euh, Ils ont compris un message de mes grands-parents. Il est heureux, qu'est-ce que ça peut bien faire? Fait que, il me laissait faire et il me soutenait et il m'encadrait dans les différents besoins que je pouvais avoir parce que j'étais heureux. Parfait, merci. Écoute, j'essaie de regarder les questions qui défilent. Euh, J'en ai une qui peut sembler simple. Tu nous diras comment toi tu vois ça. Quelqu'un nous demande est-ce que c'est approprié ou est-ce qu'on peut demander à une personne autiste hospitalisée quelles sont ses soupapes pour gérer le stress? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, donc n'hésitez pas, la personne qui l'a écrit, à préciser, là. Peut-être que c'est dans le sens où est-ce que c'est approprié comme d'aborder la personne autiste puis de lui demander comment elle gère son stress. Là, je ne suis pas un professionnel et je n'ai pas d'ordre professionnel ou de code éthique, mais à mon avis, c'est jamais un problème de demander à la personne c'est quoi qui t'a aidé dans des situations antérieures similaires ou qu'il y a-t-il des adaptations que je peux faire pour rendre les choses plus faciles? Et on comprend que dépendamment des situations, l'endroit et autres, les accommodations peuvent être très, très limitées. Là, vous ne pouvez pas changer les néons dans un bureau ou, bon, mais le simple fait de le demander et d'être conscient d'offrir cette possibilité-là, même si on n'a pas de pouvoir, c'est déjà un facteur d'amélioration pour l'alliance thérapeutique et c'est déjà un moyen de diminuer des contraintes par rapport à plusieurs situations qu'on pourrait avoir. Donc, à mon avis, il n'y a pas il y a aucun enjeu à le demander. Et on peut toujours, au pire, arriver avec le consentement. Fait qu'on peut le dire, garde, pour mieux t'offrir des soins, j'aimerais t'offrir des meilleurs soins de qualité. Je sais que ma question peut être difficile moralement ou éthiquement. Fait que sens-toi très à l'aise de me dire oui ou non si tu veux y répondre. J'aimerais savoir telle information ou j'aimerais, et pas hésiter après la question aussi rappeler, tu as le droit de me dire non, je Mhm. comprends le ressenti par rapport à une telle question. Parfait, ça marche. Merci beaucoup. J'en ai une qui concerne ton rôle de père. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu estimes qui a changé dans ton rôle de père avant et après avoir eu ton diagnostic? Non. Puis là, c'est normal parce qu'il faut qu'on vienne se rappeler qu'un diagnostic de santé mentale, c'est quelque chose de descriptif. Donc, c'est pas parce que je t'autiste que j'ai des comportements, c'est parce que j'avais les comportements que on me donne un diagnostic d'autisme. Le DSM, c'est juste un dictionnaire. Donc, j'étais comme ça avant, puis j'ai continué à être comme ça après. Ce qui a changé, par exemple, pour mes enfants, c'est qu'avec mon diagnostic, là, je suis devenu, par exemple, invalide en emploi. Est-ce que sans mon diagnostic, j'aurais été invalide en emploi? Peut-être pas, mais peut-être que j'aurais eu aussi des enjeux et que je me serais suicidé depuis ce temps-là. Fait que c'est difficile de savoir, tu sais, c'est quoi qui serait arrivé autrement, mais le fait de savoir que j'ai un diagnostic de TSA, ça n'a rien changé. Mais comment le diagnostic affecte ma parentalité, si les personnes sont intéressées, j'ai fait une conférence sur ça qui est disponible sur mon blog. Merci. Mais pour suivre cette question-là, c'est la dernière qu'on a, puis on a presque fini. Est-ce que le fait d'avoir pu t'identifier après ton diagnostic à la communauté des personnes autistes a pu, je ne sais pas, réduire un certain stress de symptômes que tu reconnaissais ou de difficultés que tu vivais, que là, maintenant, tu peux associer à un diagnostic? Aucunement. Hein, je savais que j'étais comme ça. Le diagnostic, moi, m'a simplement donné un terme médical pour décrire qui j'étais. Et même les premiers temps, c'était quelque chose de plus négatif parce que ça démontrait des enjeux que j'allais avoir toute ma vie, que c'était pas quelque chose et que avec les expériences que j'avais eues, qu'on ne pouvait pas faire grand-chose par rapport à ça.
Hein, fait que c'était vraiment plus l'inverse. C'est ce discours-là qu'on entend de bienveillance. C'est vraiment un très petit groupe minoritaire d'adultes dans des situations très spécifiques qui vont maintenir ça. Il y en a beaucoup, c'est des personnalités publiques, fait qu'on a l'impression que c'est important, mais c'est vraiment un discours très minoritaire. Ça n'existe pas, par exemple, chez les enfants ou les adolescents. Et dans les adultes, c'est vraiment une petite proportion. Donc, cet état-là de bien-être, de compréhension, soit d'acceptation, de renouveau, c'est vraiment un groupe très minoritaire qui a une situation particulière qu'on peut OK. identifier. C'est vraiment pas un discours généralisé. Hey, merci beaucoup, Mathieu, pour ta grande générosité. C'est rare de pouvoir avoir une conversation aussi ouverte. Je te remercie beaucoup d'avoir été là, d'avoir accepté de le faire avec nous, puis sous une forme d'entrevue. J'espère que les gens ont apprécié le dynamisme de l'entrevue, mais assurément qu'ils ont grandement apprécié t'entendre. Tu as une tonne de remerciements que moi-même, je ne vois pas, là, mais mes collègues me disent que ça défile. Donc, je te remercie encore une fois. Les gens peuvent consulter ton blog. J'ai ma collègue Julie qui mettra dans le clavardage ton adresse courriel aussi si les gens veulent t'écrire directement. Tu as un livre qui est super intéressant que j'encourage les gens à lire. Ça se lit bien, c'est bien écrit, c'est intéressant. Vous allez voir plein d'éléments nouveaux, je trouve. Donc, voici, je demanderai aux techniciens de mettre la diapositive pour le code QR pour que les gens de l'assistance puissent évaluer, faire une évaluation. Ils ne vont pas t'évaluer toi, mais ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette formule-là, puis de l'entrevue qu'on a faite ensemble. Donc, sur ça, je cède la parole à Marianne pour le mot de clôture. Merci encore, Mathieu. Ça fait plaisir. Bonjour, rebonjour à tout le monde. C'est difficile un peu de passer après l'entrevue. Je me sens pas trop à la hauteur de la suite, mais je vais essayer quand même. Avant de conclure officiellement, moi je tiens à te remercier, Mathieu, vraiment pour ton ouverture. Ça a été souligné. Moi j'ai été regarder un petit peu les commentaires pour ton ouverture, pour ton livre. Pour moi, c'est vraiment important ce type d'échange que vous avez eu, que tu as pu avoir avec nous tous. C'est ça qui fait avancer les choses, je pense aussi. Tu sais, c'est une des stratégies que tu donnais parfois de dire, ben là, tu sais, d'aller voir les proches, puis d'aller voir aussi d'autres personnes. Puis j'espère que ça va faire avancer les choses. Puis d'ailleurs, bonne nouvelle, à la demande de Mathieu, on a enregistré la conférence. On va la rendre disponible sur la zone TGC, puis Mathieu va la rendre disponible sur son blog. Donc, l'adresse du blog va vous être communiquée dans les commentaires, dans le clavardage. Donc, vous allez pouvoir utiliser cette conférence pour essayer de faire mieux comprendre certaines choses, peut-être à des proches, à des collègues ou à tout le monde, en fait. C'est d'intérêt public, honnêtement.